Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuez à réagir à notre émission en envoyant vos SMS au GG 837 ou vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info ou vous faites le 657 39 13 13. Dans un instant, on va poursuivre le débat avec Dr Sakoba Keita, le coordinateur national de lutte contre Ebola. Derrière, c'est Honorable Fatoumata Diallo, députée UFDG. Elle rentre d'une mission du côté de la Haute-Guinée. Est-ce qu'elle a fait le constat d'enrôlement massif d'enfants, en tout cas dans le cadre de la révision du fichier électoral? Elle sera même de nous le dire. Et puis c'est la journée de l'Union africaine, c'est le 25 mai et nous aurons dans cette émission un invité, M. Yaya Cherif, il est diplomate. Derrière, c'est Mirinde, coordinateur général de Djoua, qui va s'exprimer sur cette antenne. Un autre coup d'œil sur vos SMS avant de redonner parole à Dr Sakoba Keita. Ce premier message: la forêt a fini Ebola pendant plus de 60 jours, alors l'état d'urgence. Le message n'est pas achevé. Cet autre message: salut les grandes gueules, c'est moi, Boy Lelouma. Je demande au professeur Alpha Condé de dégager Sakoba Keita. Il n'a pas de solution pour anéantir Ebola. Cet autre message: Jacob Chaya de Kobaya. À propos d'Ebola, que faisons-nous de ce prédicateur qui passe dans les téléphones et qui affirme que cette maladie est fausse? C'est une question qu'il pose. Bonjour les GG, c'est Ivoirien, le roi espacien depuis Matoto. Qu'à l'état, que ce soit politique ou pas, nous, on a besoin du courant, il le dit. Ce dernier message: salut les patriotes, le nouveau ministre de la Pêche ne peut rien avec ses cadres. Le problème de ce département, c'est le cabinet qui a fait plus de 25 ans sur place. Donc il le dit. Ce dernier message: bonjour, c'est Yaya Bagissa. Je vous promets le défi que le courant qu'on a vu les 3 jours, il n'est pas de quel état. C'est un pessimiste, il le dit. Est-ce que Dr Sakoba est de retour? Il le dit, Prince. Dr Sakoba, rebonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, Moussa Moïse. Dr Sakoba, il serait intéressant que vous acheviez le développement sur la question des bains de foule. Vous dites qu'il n'y a pas de corrélation entre ces bains de foule et la recrudescence de l'épidémie. Voilà, dans la logique de mes idées, il fallait que d'abord qu'on s'entende sur ce qu'on appelle bain de foule, et parce qu'il y a beaucoup de concepts de regroupement que nous avons. Il y a les baptêmes, les cérémonies, les mariages et d'autres fidaos. Tout ça, ce sont des types de regroupements. Et nous ici, au niveau de la coordination, les regroupements que nous condamnons et les mouvements de personnes que nous condamnons, ce sont les mouvements qui nous empêchent de mettre en œuvre nos activités de riposte contre Ebola, de suivi des contacts, d'extraire des cas suspects, de faire nos activités de sensibilisation. Donc tout mouvement de foule qui empêche... Donc c'est comme par exemple les manifestations organisées par l'opposition, ça vous empêche d'atteindre vos objectifs dans le cadre de la lutte contre cette épidémie? C'est à vous d'en tirer les conséquences. Non, je pose une question, je me réfère à ce que vous avez dit, Dr Sakoba. C'est pas tout leur mouvement qui nous a empêchés. Il y a des mouvements qui ont des connotations de violence et nous avons et que ce soit les Guinéens ou certains partenaires, dès qu'il y a des signes de violence, ils ne sortent plus. Tel que la Croix-Rouge, c'est formellement interdit, MSF, de sortir quand il y a des connotations de violence. Alors, docteur, mais si les gens sortaient, ils s'alignaient comme les élèves le font. Et les plus grands rassemblements, c'est à l'université de Sofonia, on a 30 000 élèves. Et là, on prend les dispositions sur le plan prévention d'hygiène. Je ne vois pas pourquoi on va interdire cela. D'accord. Je ne sais pas si vous avez visité le marché de Matoto à partir de 4h, 5h du matin. C'est l'un des plus grands regroupements. On n'en a jamais eu de cas de choléra parce qu'ils n'empêchent rien et ils respectent leurs trucs. Donc voilà un peu ce que nous conseillons aux gens. Il faut, mouvement ou pas mouvement, respectons les droits des autres en nous laissant faire les activités de riposte contre Ebola. D'accord. Et là, en ce moment, il n'y a pas de problème. Nous invitons les organisateurs à tout faire parce qu'on a des engagements vis-à-vis du peuple de Guinée et vis-à-vis de l'extérieur. Il faut que tout mouvement qui soit organisé et accepte que nous puissions faire nos activités de riposte
etc. Et ne pas laisser nos contacts au sein des gens qui ont organisé le mouvement ou laisser les contacts s'associer aux différents mouvements et nos malades suspects. Bien. Donc si ces dispositions-là sont prises, la coordination ne trouve pas d'objection. Voilà. Allez-y. Docteur, puisque votre avis compte beaucoup dans le cadre de la lutte contre Ebola, dites-nous, est-ce que vous seriez favorable à la reprise des activités artistiques et culturelles qui ont été interdites, gelées par le gouvernorat? Bon, déjà, le gouvernement a organisé des séances à laquelle même moi-même j'ai participé au Palais du Peuple. Bon, je ne sais pas quelle différence ils vont faire avec les actions artistiques. Et la foire aussi qui vient de terminer. Ce que nous voulons comme action essentielle, c'est de ne pas fléchir les mesures de contrôle. Il faut que les gens acceptent de ne pas continuer à se serrer les mains et laver les mains et accepter qu'on prenne leur température. Et tous ceux qui ont des températures élevées ne doivent pas faire partie. Et nos contacts aussi qui sont déjà listés, il faut qu'on les empêche de s'associer à ce bain de foule ou bien à ces mouvements. Voilà, nous avons les listes, etc. Nous connaissons les préfectures où ils en sont. Il faut quand même qu'ils prennent des dispositions par rapport à ça. Docteur Sakoba, j'ai deux questions. Plusieurs stratégies ont été utilisées dans le cadre de la lutte contre Ebola. Ça a parfois marché, ça n'a pas marché. Alors, Ebola continue. Quelles sont les nouvelles stratégies que vous avez pensées? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est que le président de la République a dit, nous allons le transformer en opportunité. Nous allons construire 500 centres de santé selon sa dernière déclaration à Zérékoré. Est-ce que c'est fait? Et comment Ebola a été utilisé en termes d'opportunité dans notre pays? Bon, premièrement, je crois que Ebola continue parce qu'il s'est infiltré dans nos coutumes. Vous voyez, le Guinéen a beaucoup de respect pour nos parents qui meurent. On veut leur rendre un dernier hommage et c'est ce qui entraîne les cérémonies pour les accompagner. Et c'est justement lors de ces cérémonies que la plupart des épidémies se sont déclenchées à travers le pays. On aime parler de l'exemple du Libéria. Le Libéria, dès le début, ils ont opté pour incinérer tous les corps parce que ce sont ces corps-là qui sont riches en virus. Moi, quand on me l'a proposé depuis le mois de mars de l'année dernière, alors j'ai demandé les sages des 4 coins du pays. Ils m'ont dit que ça ne fait pas partie de notre culture. Si on peut trouver une autre méthode, c'est mieux. Et c'est justement cette méthode souple que nous avons trouvée en faisant traiter les corps par le biais de la Croix-Rouge et les mettre dans les sacs mortières pour assurer un enterrement digne et sécurisé. Alors, la question de Roby, Dr Sakoba, parce que nous sommes malheureusement pris par le temps, quelle est la nouvelle stratégie? Et là, c'est ce qui a amené que Ebola a un peu plus duré que par rapport à d'autres qui ont adopté des mesures drastiques. Bien. Bon, ceux qui sont pressés, est-ce qu'ils peuvent accepter qu'on brûle leur papa, leur maman et eux-mêmes en cas qu'ils soient atteints par Ebola? Donc, la dernière question... La nouvelle stratégie. Ebola, les nouvelles stratégies. Oui. Après réflexion, nous avons commencé depuis le 16 de ce mois l'une des nouvelles stratégies qu'on appelait recherche active des cas suspects couplés à la sensibilisation. Quelle est la différence? Toutes les localités qui ont notifié des cas durant les 21 derniers jours dans les différentes préfectures actives, nous avons envoyé des équipes de porte-à-porte, cette fois-ci à la recherche de tout cas de maladie. Et ces maladies-là, quand les parents vont nous dire qu'ils ont tel et tel qui souffrent de tel ou tel problème, nous avons des médecins qu'on a préparé, des équipes de prise en charge, ils viendront faire le triage. Donc les cas d'Ebola, on les transfère, suspects d'Ebola, on les transfère dans nos centres de traitement. Et les autres maladies, maintenant, on leur donne des médicaments, mais à titre gratuit. Et en plus de cela, nous avons mis 2 médecins dans chacune de ces localités et qui doivent rester en permanence. S'il y a d'autres cas qui se manifestaient après le passage des équipes de porte-à-porte, et ces médecins-là te prendront en charge. Et si c'est des cas suspects, ils peuvent faire appel à l'équipe de prise en charge au niveau de la préfecture. Et ainsi, ils peuvent venir leur donner des coups de main. Donc ça, ils doivent rester pendant 21 jours. Et c'est cette nouvelle stratégie qui est en cours à Forécaria. Et en plus de ça, on a demandé aucun contact ne doit quitter
la zone que nous avons ciblée. Et donc, pour qu'il reste là-bas, l'État, avec les partenaires, ont donné 2 sacs de riz, de 5 litres d'huile, 25 kilos d'haricots et 420 000 francs à chacun de ces ménages que nous avons ciblés. Et c'est la condition, nous on les apporte cela, mais en contrepartie, ils doivent respecter les règles de ne pas sortir de leur localité avant la fin des 21 jours. Donc ça nous a apporté beaucoup de résultats, et ce qui fait que l'incidence à Frécaria même a beaucoup baissé. Voilà, donc on va le faire aussi à Dubreka au courant de cette semaine, et on est en train d'étudier les mêmes possibilités à Bouquet déjà. Bien, c'est certainement, vous avez oublié l'autre versant de la question de Roby, en ce qui concerne la transformation d'Ebola en opportunité. Un mot là-dessus très rapidement, docteur. Bon, la transformation d'Ebola en opportunité, on a commencé déjà. Peut-être on n'a pas voulu faire trop de pub autour de ça. Et premièrement, au début d'Ebola, la Guinée n'avait aucun laboratoire, ni même de centre où les gens allaient être isolés. Aujourd'hui, malgré qu'on a des centres d'isolement provisoire, nous avons déjà lancé 21 centres dans les 21 préfectures qui ont eu des cas, plus toutes les capitales régionales. La construction des centres qu'on appelait les CTP, centres de traitement épidémiologique. Maintenant, ce n'est pas spécifique à Ebola. On peut traiter des cas de rougeole, de méningite et de choléra dans ces nouveaux centres, et cette fois-ci en dur. Et donc, ces centres-là sont lancés depuis le mois passé. Et nous pensons que d'ici fin juin, ces centres-là seront opérationnels. Et on est en train de négocier aussi pour la reprogrammation de certains reliquats de la riposte pour non seulement réhabiliter près de 42 centres, et c'est aujourd'hui même que nous devons lancer cette réhabilitation, et on doit construire 30 nouveaux centres de santé, et que nous sommes en train de choisir dans les 4 coins du pays, pour que cette fois-ci, les centres qui seront réhabilités auront des centres d'isolement modernes pour les maladies à potentiel épidémique. Ce sont des actions. Donc, tout ça, on est en train de préparer à chose. Nous attendons que quand ça sera fini, et il y a certaines préfectures même qui ont publié la pose de la première pierre, mais nous attendons la finition pour qu'on puisse informer toute la presse et tout le monde. Dr Sakoba, mais vous pouvez le vérifier dans les capitales régionales et dans certaines préfectures. Dr Sakoba, ce sont des actions concrètes. Et toute dernière question, les personnes décédées d'Ebola sont enterrées dans les mêmes cimetières communs. Du côté de Dabondi, Rail, il y a quelques problèmes à ce niveau parce qu'on sait le constat dans nos cimetières, il y a une sorte de surnombre, on déterre les corps pour en enterrer d'autres. Les personnes décédées d'Ebola sont encore des personnes capables de contaminer d'autres personnes, à ce que je sache. Est-ce que vous n'allez pas prendre des mesures dans ce sens pour ne pas que des corps atteints d'Ebola soient déterrés? Écoute, vous faites une petite affirmation que je voulais relever. Une personne, quand il décède déjà, on l'imbibe d'hypochlorite de calcium, et le chlore, vous tous, vous le savez que ça tue le virus en moins d'une fraction de seconde. Donc ce corps-là est imbibé dans ça, et on le met dans la sac mortière pour que le produit ait suffisamment de temps de pénétrer le corps et tuer ces virus. Et on vous a tous dit que la durée de vie de ce virus-là n'est pas très longue, et il meurt. C'est assez simple. C'est un profane. Ne l'en voulez pas, Dr Sakoba. C'est un profane en la matière. Oui, voilà, je vous comprends très bien. Quand on l'enterre, et selon les écrits, après près de 2 semaines, il n'y a plus de virus dans le trou. Et je ne sais pas si les cimetières en Guinée déterrent des gens avant les 2 semaines. Généralement, c'est les corps anciens que les gens déterrent, où il n'y a que des os maintenant. Mais là, le corps devient presque stérile. C'est assez clair. Avant que tous les chairs, les autres viscères ne se détruisent. Bien. En tout cas, c'est assez clair, Dr Sakoba. Il ne nous reste plus qu'à vous dire grand merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Il est notre invité, vous le voyez à l'écran, monsieur Yaya Cherif. Il est diplomate donc de son état. Il a sillonné quelques ambassades de la Guinée, en tout cas durant sa carrière. Il va jeter un regard critique sur l'évolution et le fonctionnement de l'Union africaine, l'organisation panafricaine, donc dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et au téléphone, nous aurons Mérindé, coordinateur général de Djoua. Mais nous allons commencer avec ces constatations faites par des députés de l'UFDG du côté de l'intérieur du pays. Honorable Fatoumata Diallo, elle est députée de l'UFDG. Nous allons l'appeler d'un moment à l'autre. Nous allons interchanger avec ce sujet sur l'Union africaine. Mais d'abord, on fait un tour de table sur l'intervention de Dr Sakoba. Rapidement. On l'a écouté, Ahmed Kamara. Non, ok, on a écouté Dr Sakoba. Je pense que c'est une brillante intervention. Il a quand même expliqué clairement les différents aspects concernant la contamination avec Ebola et également la situation sur le terrain. Mais ce que moi je veux saluer, c'est que c'est clair que la semaine dernière, on a parlé de cette question, notamment ces mesures, c'est-à-dire on a longtemps manié, comme on l'a dit, la carotte. Il faut maintenant utiliser le bâton. Et on a commencé à utiliser le bâton. Je pense que ça donnera une leçon à certaines personnes. C'est pourquoi j'ai signalé que du côté des Forécaria, je pense qu'il a même reconnu quand cet élève policier qui est donc décédé d'Ebola, on a voulu le transporter du côté de Conakry. Les 6 personnes ont été arrêtées et sont en ce moment à la prison civile de Forécaria et ils vont passer devant donc un juge. Je pense que c'est ce qui est important, c'est ce qui devrait se faire dans toutes les villes du pays. Toute personne réfractaire donc aux mesures liées à la lutte contre Ebola doit passer devant la justice. Bien, Boussa Moïse. Rapidement pour dire que tu étais atteint d'une certaine euphorie. Quand j'ai posé la question sur le cas des cimetières, c'est important quand on pose des questions, c'est pas pour nous, c'est pour la religion des autres. Bien. Mais parce que ça pouvait être aussi sujet, ça pouvait aussi donner lieu à une certaine panique. Je pense que le développement que Dr Sakoba a fait permettra d'éclairer tout le monde. Il faut aussi féliciter la coordination pour les annonces qui ont été faites. On espère que ça va se concrétiser. On sait maintenant de quelle opportunité on parlait en pointant du doigt la crise sanitaire liée à Ebola. Les centres qui vont être construits, j'espère que ça va continuer pour que tout le système sanitaire soit véritablement équipé. Bien, nous avons honorable Fatoumata Diallo, député UFDG en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Honorable, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les grandes gueules. Vous revenez d'une tournée de l'intérieur du pays où vous dites avoir fait des constatations sur lesquelles nous voulons vous entendre ce matin. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, camarades journalistes. Effectivement, je suis délégué de l'UFDG pour la fédération UFDG de Farana. Oui. Où je suis allé depuis lundi passé pour prendre contact avec eux et voir exactement comment ça se passe dans les Carles. Mais j'ai été surprise de l'enrôlement des mineurs que j'ai retrouvé à Farana. La première Carle que j'ai eu à visiter, c'est la Carle 648 dans l'école Karamoko Kuruma. Oui. Où j'ai retrouvé un enfant de 4e année et beaucoup d'autres de 5e, 6e année qui s'enrôlaient. Oui. J'ai posé la question aux enfants, tu fais quelle classe? L'enfant me dit, je suis en 4e année. Je dis, tu as quel âge? Il dit, j'ai 18 ans. Je dis, tu as redoublé tes classes combien de fois? Il dit, j'ai 18 ans. Je dis, qu'est-ce que tu es venu chercher à la Carle? Il dit, j'ai 18 ans, je viens me recenser. Donc, c'était extrêmement grave parce que, on est en train d'enrôler des enfants, certains n'ont même pas 10 ans, mais on leur apprend à mentir et à voler. Mais madame, vous lui avez demandé ses pièces d'identité parce que partir sur la base de la classe, on sait qu'à l'intérieur du pays, le problème scolaire y est énorme. Il y a des enfants de 20 ans qui sont à l'école primaire. Des gaillards de 20 ans. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai demandé à l'enfant s'il avait sa carte scolaire. Il n'en avait pas. Je me suis adressé à la Carle. Sur quelle pièce vous avez enrôlé cet enfant?
Et ils m'ont dit que l'enfant est venu, il voulait s'enrôler et j'ai vu un carnet signé du chef de quartier qui lui donnait la toute dernière pièce, comment on l'appelle, c'est le certificat de résidence. Ouais. Il avait déjà en sa possession. Il avait déjà parlé, passé devant la CARL. Il a été enrôlé. Il avait son récépissé. Et je vous le jure, tout a été truqué pour qu'il ait 18 ans. Il n'avait aucune pièce. Sans acte de naissance. Il n'avait que le vous avez parlé avec les agents recenseurs, oui ou non, pour savoir quelles dispositions ont-ils mises en place pour enrayer une telle attitude de fraude, on va dire comme ça. Je vous le jure que je me suis adressé, j'ai même pris toute la documentation de la CARL. La présidente de la CARL me dit, c'est les parents qui l'ont envoyé et ils nous ont dit de l'enrôler. Je dis, mais et le certificat de résidence que vous êtes censé donner alors que c'est le chef de quartier qui doit le donner. Ils m'ont dit que c'est le chef de quartier qui est occupé et qui leur dit de les aider. Allez-y. Alors là, Madame, vous avez des représentants sur place, oui ou non? Et qu'est-ce que vos représentants font? Mais aussi, derrière, vous craignez quoi? Vous craignez que ces enfants... Qu'est-ce que vous craignez? Dites-le nous. Est-ce que vous avez pris connaissance que c'est un enrôlement de grande ampleur, de grande échelle, en tout cas, au niveau d'un certain nombre de régions dans ce pays? C'est un enrôlement massif. Sur les 50% des CARL visités, il y avait des enrôlements de mineurs. Et ce n'est pas un enfant, des fois, c'est toute une classe qu'on déplace. Non mais, honorable, Moussa Moïse vous pose la très bonne question. Il n'y a pas de CARL sans représentant de l'opposition. En tout cas, dans les documents, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des représentants de l'opposition dans ces CARL visités? Qu'en dit-il? Dans cette CARL, il y avait un représentant du RDIC. Oui, mais qu'a-t-il fait pour enrayer cela? On a demandé un peu aux représentants de l'opposition qu'est-ce qu'ils pensent du travail qui est en train d'être fait sur la CARL. Il dit qu'il n'a aucun moyen parce qu'il est seul. Ça veut rien dire s'il est là pour travailler? Absolument rien dire. Et c'est un garçon qu'on a remplacé séance tenante. Bien. Merci en tout cas, honorable Fatoumata Diallo, pour toutes ces précisions. Merci. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Merci d'être intervenu. Donc nous avons, avant de donner la parole à notre invité, un petit commentaire. Écoutez, quand on a fait les carrières, qu'on a dit que il devait y avoir des représentants de l'opposition, c'est pour éviter ce genre de situation. Si les représentants de l'opposition ne peuvent pas lutter contre ce genre d'action, moi je ne sais pas qu'est-ce qui va être fait. C'est quand même grave. Ce que je dis aussi, il faut quand même une certaine dose de moralité quand on se retrouve dans ces CARL. C'est des bébés, on ne peut pas enrôler des bébés. Il faut exiger quand même des pièces d'identité quand ils viennent pour l'enrôlement. Je pense que c'est aussi simple que ça. Vous savez bien comment ça fonctionne. Attention avec ce qui a commencé, ce sujet. Ça risque d'être un sujet polémique. Écoutez, justement, c'est là que je veux en venir. Ouais. Il faudrait qu'au sortir de ces élections, on ne nous rabatte pas les tympans de ceci ou de cela. Il y a une composition paritaire au niveau des CARL. L'opposition doit assurer sa participation et dire son mécontentement lorsque c'est fait. Autrement, il y a à craindre que après les résultats, on vienne nous dire le recensement n'était pas ci, il n'était pas ça. Ouais. Pendant qu'ils ont l'opportunité de le faire, c'est autant équilibrer les choses. Bien. Monsieur Chérif, bonjour. Oui, bonjour. Rapprochez le micro s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Allez-y Moussa Moïse. Sous quel signe donc, pour aller droit au but, on peut mettre cette fête de l'Union africaine? Cette fête est un anniversaire très heureux pour l'Afrique et pour surtout la Guinée. Heureux. Parce que cette fête exprime le résultat d'un combat politique important. Voilà, on va changer le micro. Voilà, allez-y. C'est le résultat d'un combat politique important, initié par la Guinée et en association avec le Ghana et le Mali pour faire triompher l'idée de
d'établir une organisation de l'unité africaine. Mais vous pensez plus sérieusement que l'heure est à la fête en Afrique avec toutes ces crises qui traversent le continent? L'heure est à la fête ou à la méditation? Absolument. Non. Vous savez, la dialectique nous impose d'exprimer notre joie sans nous départir des objectifs de réflexion pour dépasser les limites que nous constatons. Les limites que nous constatons, chez nous, Guinéens, on avait signalé cela depuis 1963 pour empêcher qu'il y ait des coups d'État militaires en Afrique comme ça se faisait en Amérique latine. Et malheureusement, puisque le président Sékou Touré qui initiait cela était dans le viseur de ceux qui organisaient les complots, alors il a été demandé, n'est-ce pas, on a fait la sourde oreille et on a laissé fleurir les coups d'État. Alors, Excellence, dites-nous, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'Union africaine n'existe que de nom? Parce que sur la question des coups d'État, il y a un problème. Il y a moins de mois même. En quittant de l'OUA à l'Union africaine, on ne voulait pas seulement changer de nom, on voulait aussi changer de stratégie et de méthode de fonctionnement. Mais tout cela n'a été que du vent. Dans les faits, c'est la même chose qui continue. L'Union africaine, par exemple, dans le cas... Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Le cas tout récent que nous connaissons... C'est le cas du Burundi. Ouais. Pas que du Burundi. La présidente de l'Union africaine s'est présentée personnellement pour demander, n'est-ce pas, que ce qui est en train de se passer ne se passe pas. Il a fait savoir la position de l'Afrique, qui était une position positive pour le respect de la loi. Mais pendant ce temps, le Burundi est en train de se déchirer. Parce que c'est ça la prévention. Il faut d'abord, n'est-ce pas, expliquer et faire comprendre, amener à la raison ce qui est... La prévention n'est pas d'attendre que la situation se pose et mettre des dénonciations. On n'est pas dans la position de venir attacher un chef d'État. Oui, mais justement, est-ce que ça ne veut pas dire que l'Union... Est-ce que ça ne veut pas dire... Voilà, est-ce que ça ne veut pas dire que l'Union africaine... Ce qui est en train d'être fait, c'est contraire aux dispositions que l'OUA a envisagées. Alors, est-ce que l'Union africaine a envisagé et que c'est Monsieur Chérif, alors est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Union africaine n'est pas une institution de son temps, voilà? Non, l'Union africaine, c'est comme les Nations Unies, n'est-ce pas? On fait savoir la position des Nations Unies, l'Union africaine a fait savoir la position de l'Union africaine pour expliquer. Ah oui, mais sauf quand c'est pas bon, les Nations Unies tapent. On a vu un peu en Libye, on a vu dans pas mal de pays, on a vu également en Côte d'Ivoire. Le cas de la Libye, avec la force licorne. Le cas de la Libye, c'est différent. La Libye a été agressée. Oui. Voilà. On est venu cueillir un chef d'État africain sous le menton des chefs d'État africains. Non, les chefs d'État africains se sont opposés. Ils se sont opposés, mais Kadhafi a été cueilli à leur présence. Parce que les chefs d'État africains avaient analysé et vu, c'est à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui, à savoir la Libye n'existe plus. D'accord. Alors dites-nous, face à la menace terroriste, qui est un sérieux problème africain aujourd'hui, face au problème méditerranéen où des Africains viennent échoir et finir leur vie, et face aux nombreux conflits dont on a parlé, face à la faiblesse de l'économie, que pensez-vous que l'Union africaine devrait faire? Ne devrait-on pas aller vers une nouvelle Union africaine avec de nouvelles orientations? Bien, merci pour toutes ces questions. Avant notre invité n'y réponde, nous allons donner la parole à la jeunesse. Mirinde, coordinateur du mouvement Djoua, il est en direct dans cette émission. Bonjour Mirinde. Bonjour Grande Gueule, bonjour à l'ensemble des auditrices et auditeurs de Radio Espace. Bienvenue dans cette émission. Vous coordonnez le mouvement Djoua qui veut dire soleil. Vous me l'avez appris hors antenne. Qu'est-ce que ce mouvement compte faire, en tout cas en ce qui concerne l'impulsion à donner à l'Union africaine? Alors là, nous sommes en train de marcher. Vous avez constaté qu'il a fallu que je m'éloigne un peu des autres alors pour pouvoir parler. Donc nous sommes sur la route. Alors là, nous sommes en train de marcher juste pour faire appel à l'unité africaine. Parce que nous savons que sans l'unité africaine, l'Afrique ne peut jamais sortir de sa situation actuelle. Et nous savons la situation actuelle de l'Afrique, ce n'est rien d'autre que la précarité, la pauvreté et des guerres. Et une Afrique unie est une Afrique sans frontières, une Afrique donc sans guerre.
C'est pourquoi nous marchons pour qu'on organise un peu partout en Afrique les référendums, afin que les Africains puissent donner leur voix, s'ils sont pour l'unité ou non. On va voir si les soi-disant présidents de l'Afrique sont sérieux ou pas. Parce qu'en réalité, si nous remarquons, ils font beaucoup de conférences dans les sommets, mais en réalité, ils ne sont pas sérieux. Donc c'est pourquoi la population doit prendre ce combat en charge. Tant que ça ne vient pas de la base, ça ne sera pas une unité effective, ça ne sera que l'association des soi-disant présidents. Donc en clair, vous réclamez une Union africaine, une organisation des peuples et non un syndicat de chefs d'État. Voilà, pour le moment, ils sont disqualifiés. Mais après, les peuples vont les faire faire. Parce qu'en réalité, il y a du Vous avez une ligne certainement à l'endroit de ces chefs d'État. Ils sont nombreux, les tripatouilleurs des constitutions africaines, parce qu'ils considèrent quand même leur poste comme des jobs à vie. Un message à leur endroit. Moi, je crois que le message que je les envoie, ils connaissent ça déjà. Ils savent déjà qui sont les soi-disant présidents. Ce n'est pas eux qui tiennent les vrais pouvoirs de l'Afrique. Nous, nous savons, les populations le disent. Ah, Raymond, élection organisée, il faut le sommeil. Nous savons tous que notre argent vient d'ailleurs. Et cela doit être surtout que l'argent là quitte quelque part en grande partie en Afrique. Pourquoi ne pas le mettre? Donc le message c'est plutôt vers la population. Bien. Que la population comprenne quoi la solution des vrais problèmes. Merci, le message est passé. Merci bien Mirindé pour cette intervention et bonne continuation. On sait que vous êtes en train de marcher à l'instant sous le soleil entre Taouya et l'esplanade du stade du 28 septembre. Pour clore, notre invité. Il faudrait pour clore. Une minute pour clore, monsieur Chérif. Quelle union africaine face aux nombreux défis que vous connaissez? En 30 secondes. On doit parler de l'union effective des peuples. C'est le peuple, à travers, n'est-ce pas forcément à travers une représentativité qui bloquerait le processus de renouvellement, mais les peuples, n'est-ce pas, à travers les représentations qualifiées et pour empêcher, n'est-ce pas, que les gens s'éternisent maintenant au pouvoir. En tout cas, merci bien, monsieur Chérif, le message est passé. Merci à tous nos invités qui ont participé donc à cette émission. Merci à toute l'équipe de GG. Merci à l'équipe de cadrage, Michel Tolno, Ibrahima Sori 5, Ibrahima Prince Diallo a goupillé cette émission du côté de la radio. On se reprend demain pour poursuivre l'aventure. Merci et portez-vous bien. Au revoir. On se reprend demain.